Bonjour à tous, c'est Mélie sans Mélo, on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai regardé, je crois que le dernier que j'ai fait date d'il y a 2 mois. Bien sûr que j'ai lu, et pas que des livres dont j'ai pu vous parler en comparaison. Donc j'ai fait un peu le tour là dans mon historique livre addict pour voir où je m'en étais arrêtée. Et il semble que je ne vous ai pas parlé de l'anomalie de Hervé Letellier. J'étais persuadée d'avoir pris des notes sur celui-ci, et il semblerait que non. L'anomalie de Hervé Letellier, c'est un prix Goncourt, je pense que c'est le premier, que je suis pas trop sûre. C'est un livre qui m'a bluffé. Alors, de 1, je l'ai écouté en audio et le narrateur est bien sûr très très bon, sinon j'aurais pas autant apprécié ma lecture. Mais j'ai été vraiment surprise. Pour vous la faire courte, je vais juste reprendre le résumé pour voir ce qui est dit dedans et être sûre de pas vous spoiler, parce que c'est une lecture qui est tellement surprenante que il faudrait pas que je vous spoil et que je vous en dise trop. Alors, ce que dit le synopsis, il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. En juin 2021, un événement insensé bouleverse la vie de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille responsable et néanmoins tueur à gages, Slim Boy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Misel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète, nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, l'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Donc c'est bien ce que je pensais, je peux pas vous en dire trop. Le roman, au début, m'a un peu perdue parce que il y a énormément de personnages principaux que l'auteur va suivre et qui vont s'exprimer. Et ce sont donc ces passagers qu'on vient de citer du vol Paris-New York, plus un autre personnage qui visiblement n'avait pas été sur ce vol-là, et j'ai eu énormément de mal à comprendre au début ce qu'il pouvait bien faire là-dedans. Je crois qu'on va suivre aussi une petite fille du nom de Sophie. Enfin voilà, ils sont pas tous cités là, mais il y a un nombre assez important de personnages qu'on va suivre, et il y a toute une première partie où on va comprendre, enfin, on nous présente juste une galerie de personnages, et alors le premier choisi est très, très particulier et bien impactant, ce qui fait qu'on rentre tout de suite dans l'histoire. Mais c'est vrai que après on passe sur un deuxième chapitre où on parle plus de lui, puis sur un troisième où on parle toujours plus de lui, puis un quatrième, et ainsi de suite. Et on se dit mais zut, on a l'impression en fait d'avoir un recueil de nouvelles qui vont présenter chacune un personnage, et puis on s'arrête là à la présentation de ces personnages. Et puis il se passe un truc à la moitié du roman. Et on a l'impression d'être parti pour un tour, mais en fait pas du tout. Et c'est là que le roman a vraiment un coup de génie. Et je pense que... Il y a mon chat qui est en train de lécher un truc, je sais pas quoi, je crois qu'il fait la vaisselle. Je crois qu'effectivement ce qui est très bien dit dans le résumé, c'est que c'est l'incompréhension qui domine. Et c'est un sentiment alors qui va nous s'emparer de nous, lecteurs, mais qui surtout va s'emparer des personnages en face. Je trouve que finalement, en très peu de pages, l'auteur réussit à traiter un sujet... alors peut-être que c'est pas du tout nouveau, peut-être que pour des gens qui ont l'habitude de lire, je sais pas, des thrillers, peut-être, je sais pas du tout dans quel type de roman ça pourrait être classé, de la SF, peut-être. Peut-être que c'est pas du tout surprenant, mais en ce qui me concerne, moi j'étais vraiment perdue. Et je trouve que... Enfin vraiment perdue, j'ai adoré, je suis pas perdue, c'est bon, c'est compliqué à expliquer. Je trouve que l'auteur a vraiment réussi à passer sur tout un tas de problématiques qui se poseraient dans le cas hypothétique où pourrait se passer ce genre d'événement. Et alors la fin m'a ébahie. Parce que on était confronté à un événement vraiment très particulier. Et ensuite il en rajoute une couche et on se dit mais non. Je sais, ça doit pas vous parler beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est que on est face à cette galerie de personnages très différents les uns des autres, extrêmement bien décrits. Je trouve qu'ils sont très bien étudiés, très bien analysés et très bien présentés. Il y a un effort qui est fait sur la plume à chaque personnage qui arrive par rapport à son style de vie, par rapport à son âge. Et voilà ce que je peux vous en dire. Comme il est dit dans le résumé, chacun pense avoir sa part de secret, mais sans imaginer à quel point c'est le cas en fait.
Et je veux vraiment pas vous en dire plus sur ce roman, mais n'hésitez pas, la lecture audio est très courte, donc si vous avez des crédits audibles dont vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas, même si je me doute que vous savez quoi faire. Ceux qui ont Nextory, je ne sais pas du tout si c'est présent ou pas sur la plateforme. Donc voilà, c'était une excellente lecture, et moi qui étais un peu frileuse des prix Goncourt parce que j'avais peur que ce soit trop exigeant pour moi comme lecture, que ce soit trop... je sais pas, de passer à côté quelque chose de trop niche, de trop élitiste en fait, et ben pas du tout. Voilà, donc je pense que j'irai peut-être plus facilement vers ceux que j'ai dans ma pile à lire, parce qu'il m'en reste. Je sais pas si je l'ai emmené d'ailleurs, mais je sais que j'en ai. Voilà. Lecture suivante, Une colonne de feu de Ken Follett qu'on a terminé en novembre. Alors Ken Follett, c'est un auteur, du coup je pense que tout le monde en a entendu parler. Il écrit de l'historique, il écrit des pavasses absolument monstrueuses, tellement monstrueuses qu'elles doivent être découpées en plusieurs morceaux pour être mises en poche je crois, et tellement monstrueuses que même en audio elles sont découpées en deux et ça fait deux parties de 20 à 30 heures je crois. C'est notamment le cas pour Les Piliers de la Terre, qui est bien sûr la première lecture de Ken Follett que j'ai faite. Je l'avais emprunté je crois, et finalement je me suis laissée séduire par l'audio et j'ai très bien fait. En plus les narrateurs, jusque là, parce qu'Une colonne de feu c'est le 3e tome de sa saga, les narrateurs sont très très bien choisis et excellents. Il porte l'histoire comme jamais. L'histoire se déroule majoritairement à Londres et aussi un petit peu à Paris, où nous allons suivre Ned Willard en particulier, alors pas que lui, mais Ned Willard qui est anglais, protestant, dans une Angleterre et dans une Europe en fait, qui est très sujette aux crises religieuses, et notamment la grande guerre de religion entre catholiques et protestants. Et bah écoutez, c'était du grand Ken Follett, voilà, j'ai passé un très très bon moment. Je pense que ça va pas égaler... Ouais, ça va pas égaler pour moi le tome 1. Alors le tome 2, j'ai une vague idée de ce que c'était. Le tome 2, effectivement, c'était une bonne lecture, mais vous voyez, j'ai du mal à dire à vraiment détacher chaque tome, parce que c'est la saga de Kingsbridge, donc tout est lié à Kingsbridge et les personnages ont parfois des traits similaires puisqu'il y a des ancêtres et tout, mais je pense que ça égalera pas pour moi, aucun pour l'instant n'égale Les Piliers de la Terre que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, très bonne lecture que ce tome 3, on est vraiment sur, je pense davantage que dans les précédents, des conflits politiques qui nous touchent nous en tant que Français, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui se passe en France. Je pense le fait que ce soit lié à une partie de l'histoire de France, ça m'a pas mal touchée et je me suis sentie un peu plus concernée, et puis ça parle d'événements assez connus comme la Saint-Barthélemy, tout ça, donc je pense que c'est peut-être plus... pour les gens qui s'y connaissent pas forcément en histoire comme moi et qui n'ont que de vagues souvenirs de leur cours d'histoire, c'est peut-être un de ceux qui va davantage vous parler en termes de gros repères historiques. Voilà, mais c'est très bien écrit, ça reste du Ken Follett et le narrateur est incroyable, donc bien sûr que nous avons enchaîné non pas sur le tome 4 qui est déjà sorti sur Audible et qu'on va écouter je pense prochainement, mais on s'est attaqué le crépuscule et l'aube, donc là carrément au Moyen-Âge, moyenâgeux, c'est-à-dire les années 900 et 1000, quelque chose comme ça, 990 et 1000. Absolu, j'ai pris des notes. J'ai pris même beaucoup de notes. Beaucoup trop. Comme vous le savez, généralement quand je prends beaucoup de notes au cours d'une lecture, c'est vraiment pas bon signe. C'est un livre que j'ai fait en lecture commune avec... c'est marrant la façon dont on rencontre les gens. Quelqu'un que j'ai rencontré sur des conversations liées au sport et à la grossesse, et qui en fait se trouve être une bookstagrammeuse aussi, donc c'est Reads and Love je crois. J'essaierai de vous mettre sa page en barre d'infos. J'ai été tellement déçue par cette lecture. En plus, ça commençait plutôt bien. De mémoire, j'étais plutôt contente de ce que je lisais. Mais j'avais quand même commencé à relever quelques petites incohérences. Enfin, moi, j'appelle ça des incohérences. Notamment, et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est quelqu'un qui se prend une balle
à l'arrière du mollet, page 63, et dont on dit qu'elle est blessée à la cuisse à la page 88. Il y a des petits soucis de vocabulaire, il y a énormément de questions. Et je pense que ça, je l'ai noté à la fin dans mon bilan. Voilà, tout arrive trop tard. Donc les explications arrivent après qu'on se soit dit qu'on comprenait déjà, donc on a déjà compris, ou alors qu'on comprend pas du tout parce qu'il nous manque l'explication. Et les questions que les personnages devraient se poser, ils se les posent beaucoup trop tard. C'est-à-dire que Absolu, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, on a une poignée d'élus qui sont sélectionnés dans des écoles spéciales qui préparent visiblement l'élite de la nation, et il y a une espèce de tirage au sort, on sait pas trop sur quoi ça repose, et on envoie je sais plus combien, une centaine, oui je crois ils sont 100, dans une ville qui a été complètement close. J'ai oublié le nom de la ville, enfin, c'est Varsovie je crois, je suis pas sûre, qui a été complètement close et dans laquelle se promène un espèce de gros robot mangeur d'hommes qui est dirigé par une intelligence artificielle. Et tous les ans, on envoie 100 gars là-dedans en espérant qu'ils se débarrassent de la chose, et ça fait déjà, je crois que là c'est la 20e génération. Donc en gros, il y a quand même 2000 bons hommes qui y sont passés, et personne ne s'est dit ça ne fonctionne pas comme méthode. Mais bon, peu importe. Donc déjà de base, le postulat me paraissait un peu étrange. Mais ce qui est bien, c'est que ça leur paraît étrange à eux aussi, donc on est pas mal. Hein. C'est forcément un scénario qui donne envie, c'est-à-dire que c'est un peu un mélange de... on a l'impression, hein, de Hunger Games, de plein de dystopies super intéressantes. On se dit qu'il va forcément y avoir un truc à la fin. Mais j'ai trouvé les personnages tellement lents à la comprenette. Franchement, il y a des trucs, je me dis, mais vous faites enfin les déductions là, genre à la page 500. Mais les gars, réfléchissez un peu, alors je veux bien qu'il y ait de l'embrigadement et tout, mais... au bout d'un moment, faut aussi creuser quoi. On va commencer par la plume. Hein. Je l'ai trouvée pauvre. Je l'ai trouvée extrêmement pauvre. Il manque de vocabulaire. Des mots qui sont pourtant très simples, qui sont utilisés dans le vocabulaire courant. Même ça, on le trouve pas. Et du coup, il y a des espèces de remplacements de mots par des trucs qui veulent pas dire la même chose. Bah, c'est un peu bancal quand même. Le style est super simple. Mais à la rigueur, pourquoi pas. Ça amène quand même un problème, ce manque de vocabulaire associé à ce style très simple qui fait qu'on a des expressions qui sont pas les bonnes, qui sont mal utilisées. Il y a un problème dans la concordance des temps. Franchement, il y a des trucs, je vous jure, ça m'a fait sauter au plafond. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça a été corrigé, ça a été relu. Il me semble même que c'était sur Wattpad avant, donc je veux dire, c'est un texte qui a fait son chemin. Et je peux faire des erreurs, ça se trouve c'est pas le cas, mais là je suis sûre de moi. Et ensuite il y a un problème dans la description des scènes et notamment des choses qui vont avoir des conséquences sur la suite, notamment ce dont je vous parlais au tout début, donc une blessure dans le mollet qui se transforme d'un coup en blessure dans la cuisse, on sait pas pourquoi. Et en fait il y en a plein des petites choses comme ça. Le gros point que je concède à ce roman, c'est l'univers que j'ai trouvé vraiment top. Alors je vous disais, le postulat de base est vraiment intéressant, moi ça m'a attiré, je l'ai trouvé dingue, je me suis dit allez c'est parti, j'ai même pris en brochet, en relié et je l'ai fait dédicacer, c'est vous dire. Et en fait je trouve que c'est pas assez développé et c'est dommage parce que on partait vraiment sur quelque chose de bien. Et à contrario, les personnages, où là aussi on partait sur vraiment quelque chose de bien, on a l'impression de partir sur des personnages un peu atypiques qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps. Donc là on va suivre notamment un trio. Bon, sur la couverture on voit deux hommes en l'occurrence. Il y a Ed et le premier, j'ai oublié son prénom, pourtant c'est le personnage principal. Mais Ed par exemple c'est vraiment un personnage différent. C'est un personnage anxieux avec un gros syndrome de l'imposteur, qui se demande ce qu'il fait là et à quoi il va pouvoir servir, qui a l'impression qu'il va mourir à tous les coins de rue. Et ça fait du bien de voir ce genre de personnage parce que là aussi c'est une forme de représentation. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient tous trop en surface malgré cette introspection qu'on a dans un certain nombre de chapitres qui reste en surface elle aussi en fait. Et je me dis, des personnages qui ont quand même cette forme d'introspection, ils auraient dû trouver et se poser les questions que je me suis posées beaucoup plus tôt. Donc en fait c'est encore lié à ce que je vous disais plus tôt. Et c'est dommage. J'ai aussi noté ensuite que, ouais, en gros, tout ça pour ça, c'est un peu l'effet que ça m'a fait à la fin. Tu viens là? Viens là, voilà. Tout ça pour ça, franchement, au bout de 20 ans, tout ça pour ça, et au bout de 20 ans et au bout de 500 pages, si vous voulez, j'étais vraiment déçue par la fin, surtout que je m'y étais attendue, en fait, je me dis, mais c'est sûr que ça va se finir de cette façon.
Donc franchement pas terrible, il n'y a pas pour moi de gros cliffhanger et let's go, faut absolument lire la suite, c'est tellement évident. Ça m'a fait un peu penser, comme je vous le disais, à un mélange de dystopie qu'on a pu voir avec Hunger Games et Divergente. Donc pour moi c'est pas le gros truc auquel je me raccroche et non, je ne pense pas que je lirai la suite. Il y a aussi une histoire de trahison qui a, je trouve, été très mal amenée. Il y a des personnages à qui on a confié des rôles, mais ou alors ça a été tellement mal amené que du coup ça paraît être une erreur, ou alors c'est vraiment une erreur, mais il y a des choses qui sont pas logiques. Pourtant c'est des points dont j'ai discuté avec ma collègue de lecture commune, mais j'ai pas réussi à trouver des explications potables en fait à ce que je lisais. Et ensuite j'ai trouvé qu'il y a un gros méchant. Et les autres, pour le coup, je les trouve assez réalistes, ce que j'ai bien aimé d'ailleurs. Mais par contre le gros méchant, les gars, c'est un vrai gros méchant. C'est-à-dire que c'est un gros méchant qui est juste méchant parce qu'il est méchant. Et j'ai trouvé son plan mais tellement bancal et ça tient pas 2 secondes. Parce qu'en gros, il est en mode, il a préparé son plan depuis des années. Mais en fait, ça dépendait d'un élément qui s'est déclenché l'année en cours, quoi. Donc ça tient pas 2 secondes. Donc voilà, je sais que je suis pas le public visé, honnêtement, je le sais. Maintenant, de la lecture dystopie, young adult, fantasy, moi j'en lis toujours. Il y en a qui trouvent grâce à mes yeux, il y a même de la lecture jeunesse que j'adore et dans laquelle je m'éclate. Mais alors celui-ci, je suis passée vraiment à côté. Et en fait, c'est ce que je vous disais, je crois, dans mon bilan. En soi, je veux dire, même si j'ai noté tous ces points négatifs et tous les soucis de vocabulaire et de concordance des temps et les incohérences, tout ça, c'est pas une partie de plaisir, on va pas se mentir. Mais j'ai pas passé un moment trop désagréable non plus, vous voyez, c'était pas une lecture nulle. Mais a posteriori, je me suis dit, vraiment, tout ça pour ça, quoi. C'est, voilà, ça c'est l'effet un peu particulier de la lecture. Donc voilà, Absolu, que j'ai revendu. Les graphiques, je pense que je vous en parlerai pas maintenant, je vous ferai peut-être une lecture exprès, enfin exprès pour. Ah, Un palais d'épines et de roses, le tome 2. Je sais maintenant ce qu'est la romantaisie. Je pense qu'à l'époque ça n'était pas appelé comme ça, mais j'ai noté 2 trucs. Hyper niais et très redondant. Je pense que ça résume assez bien ma lecture de ce 2e tome. Pour autant, bah écoutez, j'ai pas détesté. Alors je l'ai écouté parce que, et j'ai bien fait parce que je pense que je me serais pas tapé, d'autant que je l'ai en anglais, donc je me serais pas tapé une briquesse comme ça en anglais alors que bon, le tome 1 m'avait laissé enfin ouais, coup-ci coup-ça. On m'avait dit ouais mais tu vas voir le tome 2 c'est bien meilleur, et en fait non, c'est pas bien meilleur, c'est juste différent et on est encore plus dans l'aspect romantaisie qu'on l'était dans le tome 1. Je dirais que on va suivre Feyre encore. Attention, si vous n'avez pas lu le tome 1, je peux vous spoiler des éléments sans faire exprès. Feyre, donc, je me souvenais même pas d'ailleurs des éléments du tome 1, mais ça se termine plutôt bien puisqu'elle a réussi à se débarrasser d'Amaranta et d'un autre type qui était avec elle, je me souviens plus du tout. Et donc là, elle vit à la cour du printemps avec son futur mari Tamlin. Et déjà le début ça tourne un peu en rond, c'est super chiant, on comprend qu'elle est plutôt prisonnière de sa prison dorée, que son mec qui était absolument incroyable, en fait il est pas si incroyable que ça, qu'une fois de temps en temps elle est obligée de se rendre chez Rhysand pour honorer un pacte, voilà. Franchement c'était un peu relou, c'était un peu long, c'était un peu chiant. Et puis ça se débloque quand en fait elle se fait enlever plus ou moins contre sa volonté par Rhysand. Et là ça commence à être un peu intéressant. Maintenant tout est tellement évident, je trouve, par rapport au personnage, que c'est pareil en fait, un peu comme dans je vous parlais d'Absolu, c'est des choses on les voit venir à des kilomètres avant même les personnages. Voilà, c'est un peu tout est évident. Maintenant ça en fait pas pour autant une mauvaise lecture. Maintenant oui c'est niais, Feyre elle est pas particulièrement intelligente. J'ai trouvé que sur le scénario on restait sur des tropes assez simples et assez basiques, vraiment il n'y a rien, ça casse pas 3 pattes à un canard. Il y a 1 ou 2 scènes de fesses, voilà, qui sont pas franchement pas exceptionnelles, mais tout tourne, tout
tout l'univers, tout l'aspect guerre et tout, ça sert la romance. Et donc je pense que c'est le principe même de la romantasy, voilà. Qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque où c'est sorti, mais ça s'appelle comme ça maintenant. Est-ce que je lirai le tome 3 ? Peut-être en audio, oui, éventuellement, pour savoir ce qui se passe, mais c'est pas sûr. Voilà, je vais pas passer un mauvais moment, mais c'est pas une lecture à noter et absolument sortir de votre palle. Sauf si vous aimez la romantasy, auquel cas, j'imagine que ça fait très bien le taf. Lecture suivante, je vous en ai parlé vite fait dans mon bilan, celui-ci. La dernière Amazon d'Estelle Faye. J'ai noté qu'une seule chose, mais c'est un point positif. Donc la dernière Amazon, c'est l'histoire de Lysia, une jeune orpheline d'Athènes qui reçoit la visite de l'oracle Tirésias qui lui affirme que des Amazones sont à sa recherche et qu'elle est appelée à un grand destin. Lysia rejette cette idée, mais elle est bientôt témoin de l'arrestation de Tirésias par la garde royale. Lysia, elle ne sait pas du tout d'où elle vient, elle a fait des rêves un peu étranges, mais sa grand-mère qui s'occupe d'elle ne répond pas à ses questions. Et donc en fait, Lysia va s'embarquer sur un bateau pour à la fois fuir ces Amazones qui sont venues la chercher et obtenir des réponses sur son identité et sur son passé et son lignage. C'est difficile de vous parler de cette lecture parce que c'est pas un livre que j'ai détesté, encore une fois. J'ai pas passé un mauvais moment, même si j'étais pas forcément à fond pour y retourner, j'ai pas passé un mauvais moment, mais pour moi, ce n'est pas à la hauteur de ce à quoi m'a habitué Estelle Faye. Et en fait, c'est là un peu que je l'ai ressenti presque comme une trahison. C'est que je venais de lire, enfin j'ai lu cette année en tout cas, Tia, mais c'est ça en fait le TA que j'ai noté. J'ai lu Tia, La Voix des Oracles, et c'était du grand Estelle Faye. Voilà, c'était un univers nouveau, de la magie nouvelle, c'était des personnages intéressants. Il y avait vraiment tout pour me plaire dans celui-là. Et donc du coup, pour moi, c'était ça le pacte, si vous voulez, avec Estelle Faye. Et pour moi, là, il n'a pas été atteint. Parce que j'ai trouvé que... Alors, le public visé est peut-être pas le même, il est peut-être un peu plus jeune ici, mais... J'ai trouvé pareil que ça enfonçait un peu des portes ouvertes parfois, qu'il n'y avait pas vraiment de vrai... Enfin, il n'y a rien de vraiment épique. J'ai l'impression que Lysia, elle se laisse un peu porter, quoi. Le chemin, il est un peu rectiligne, si vous voulez. Elle va, on va dire, toujours tout droit par là où elle peut passer. Et puis, ça l'amène quelque part vers l'étape suivante, si vous voulez. Mais il n'y a pas de moment vraiment poignant sur le fil, voilà. Sauf peut-être à la fin. Vraiment, les dernières... je sais pas, les 3-4 derniers chapitres que là, j'ai trouvé intéressant. Et en plus... j'ai trouvé intéressant, mais en même temps il y a aussi ce petit côté tout ça pour ça, parce que on est sur une fin qui sort de ce à quoi on aurait pu s'attendre, très clairement. C'est quelque chose de vraiment différent, enfin je m'attendais pas à ça. Donc c'est bien, mais en même temps c'était pas à la hauteur de mes attentes, je sais pas si c'est très clair. Je trouve que en termes de plumes, en termes de complexité de vocabulaire, c'est pareil, c'était pas incroyable. Et pourtant, à côté de ça, on a des personnages qui sont assez creusés psychologiquement et pas mal de questionnements autour de la relation amoureuse, de la relation amicale, de la relation à l'autre, qui sont, et même des mots, enfin pas des mots crus, mais voilà, il y a quand même de la romance un peu, et je me dis, c'est assez étrange comme mix parce que j'ai l'impression que c'est dédié à un public un peu plus jeune, mais en même temps ça aborde des thématiques qui sont vraiment celles de l'adolescence. De l'adolescence et du jeune adulte. Donc du coup je vous avoue que ça m'a un peu perdue. Je sais pas quel est le public visé avec ce roman. Le mélange n'est pas forcément gagnant en ce qui me concerne. Maintenant, s'il y a un truc qui est absolument exceptionnel avec Estelle Faye, et ça je lui reconnais à 200% parce que c'est le même effet que m'a fait Tia, elle réussit à s'approprier la mythologie et à la faire parler d'une façon tellement naturelle, et ça c'est vraiment une réussite. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié à la fois dans La Voix des Oracles, c'est une trilogie que j'ai pas terminée, et dans la dernière Amazon. D'autant que la dernière Amazon, c'est vraiment une mythologie qui me plaît beaucoup, qui tourne autour des mythes grecs. Ça se passe dans l'Antiquité, par rapport à nos jours. Donc c'est très chouette parce que c'est
on est sur la génération qui suit Thésée, notamment, parce qu'on va être face au prince d'Athènes, qui suit Thésée, donc si vous voulez, ce sont les fils de Thésée. Donc Lysia, elle est dans une situation où on lui parle de choses qui pour nous sont des mythes et des légendes, mais qui pour elle font partie de l'histoire. Pas son histoire contemporaine, mais pas loin. C'est pas juste une histoire qui s'ancre dans l'Antiquité, c'est vraiment une histoire qui fait parler l'Antiquité comme de l'histoire contemporaine. Voilà, je sais pas si c'était très clair. Donc, pour résumer mon avis sur ce livre, c'est une déception par rapport à l'autrice. Pour moi, c'est pas ce que j'attends de sa part. Maintenant, je le trouve intéressant quand même sur certains aspects. Et j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà. C'était pas dingue, mais c'était une déception. Je sais pas si c'est très clair. N'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires de ce livre parce que je sais, n'est-ce pas, que je ne suis pas la seule à avoir cet avis. Ensuite, j'ai lu un livre très court qui s'appelle La colère et l'envie de Alice Renard parce qu'il était dans la médiathèque de là où j'étais, voilà, tout simplement. Et en fait, on va suivre sur un très très court roman pas vraiment le quotidien, mais l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Isor, qui est considérée comme, enfin qui est différente, voilà, qui est considérée comme attardée, bizarre, parce que elle a toujours refusé d'apprendre à parler. Ce roman, il est décomposé en 2 ou 3 parties. 3 parties, on va dire. Oui, c'est ça, 3 parties. La première partie, c'est toute l'enfance d'Isor avec ses parents, vue du point de vue de ses parents, donc alternativement par paragraphe, donc ça va assez vite. Le point de vue de la mère, le point de vue du père, tout au long de son enfance, sur des effets marquants, donc la lutte avec les médecins pour essayer de comprendre ce qui va pas, le fait que leur fille devienne vraiment un cas d'étude, puis finalement que les médecins, faute de trouver des explications, se lassent et laissent tomber et disent qu'en fait non mais elle pourrait, votre fille pourrait, mais c'est juste qu'elle veut pas. Voilà, des parents qui du coup ont une forme de défiance envers le système médical. Et puis, qui doit vivre avec cette enfant terriblement différente, tellement différente qu'ils ne peuvent pas la scolariser. Ensuite, on va suivre son adolescence du point de vue d'un troisième personnage qui est Lucien. Lucien qui est un voisin, un septuagénaire, qui vit seul, visiblement en deuil, et qui voit sa vie chamboulée lorsque un jour, la maman d'Isor la lui amène et lui demande s'il peut la garder juste l'après-midi. Parce qu'elle a quelque chose d'urgent, je crois. Et en fait, Isor va faire irruption dans sa vie et s'y installer véritablement, c'est-à-dire qu'elle va se rendre chez lui tous les jours à partir de là. Et il va se lier entre eux quelque chose de formidable et que j'ai trouvé tellement bien décrit juste par ses yeux à lui. Et enfin la troisième partie où là on est plus sur des lettres, je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais qui est je trouve une très belle redécouverte et par les yeux d'un personnage dont on s'attendrait pas, dont on s'attendrait pas à avoir le point de vue et que j'ai trouvé très beau et très délicat. Donc voilà, c'est un livre qui parle de la différence, de la tolérance, de l'amitié et du deuil aussi, et j'ai trouvé ça très sympa comme lecture et très rapide. Voilà, donc si vous l'avez à la médiathèque, ça vaut le coup. Ah là là, il me reste plein de lectures dont je dois vous parler, mais en même temps, ça fait déjà longtemps que je parle. Donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter là pour ce point lecture. J'en reprendrai un plus tard, peut-être quand j'aurai fini ma lecture en cours, comme ça j'aurai 4-5 livres à vous présenter. Je suis pas passée sur toutes les lectures que j'ai fait, j'ai notamment laissé de côté les graphiques que je rassemblerai sûrement dans une vidéo à part. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu prendre ce temps pour vous tourner une vidéo et vous parler de mes dernières lectures. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour en discuter s'il y en a certaines qui vous intéressent ou sur lesquelles vous voulez avoir plus d'informations ou au sujet desquelles vous avez des avis complètement différents, ça m'intéresse. Je pense notamment à Absolu qui a qui a plu à énormément de monde. D'ailleurs, il y a un autre truc que j'aurais voulu dire sur Absolu, c'est qu'il y a une histoire de caste, enfin pas de caste mais de catégorie, hein, donc les combattants, les lettrés, les médecins, et je trouve qu'en fait c'est très peu utilisé par la suite.
C'est dommage, parce que j'aimais bien ce principe aussi, c'était aussi pour ça que je l'avais pris. Bref, je me tais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.